Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée, cette assemblée de consultation publique. On est le 23 mai 2024. Il est 19h02. Concernant le règlement numéro CDU 1.9, ce projet de règlement vise à modifier le règlement numéro CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval afin de modifier les dispositions relatives aux enseignes, notamment au type d'affichage, aux enseignes directionnelles, aux bandeaux de rez-de-chaussée, aux droits acquis et la tarification. Actuellement, il n'y a pas de citoyens qui sont présents avec nous pour le moment. Je ne crois pas que nous avons une personne en ligne. Donc, nous allons débuter cette présentation. Je me présente, avant d'aller plus loin, Pierre Brabant, conseiller municipal du district de Vimont. Je représente ce soir également M. le maire et j'agirai exceptionnellement à titre de président de cette assemblée de consultation. Plus avant de débuter, je vais juste, si on pardonne un peu, juste installer un peu plus confortablement la présentation. Donc, je vous remercie d'être présent à cette consultation qui se déroule en ligne et consultation également ici dans la salle du conseil municipal. Nous allons bien sûr présenter le projet. Je suis accompagné ce soir de représentants de la Ville de Laval. Je vais vous les présenter. M. Jean Chartier, chef de division de la division réglementation d'urbanisme. Bonsoir, M. Chartier. Également, M. Bruno Racine, conseiller professionnel réglementation d'urbanisme et responsable du dossier. Et à distance, nous avons également M. Rudy Rotondo, du service communication et marketing, spécialiste de la signalisation et de l'affichage. En entrée de jeu, je vais faire la partie un peu de représentant de M. le maire. Donc, je vous remercie d'être présent et de suivre cette présentation. Ce soir, comme vous allez voir, c'est un projet de règlement qui vise à assouplir, à ajuster, à modifier et surtout à bonifier les normes au niveau de l'affichage. Normes, bien sûr, qui s'appliquent autant dans le secteur commercial, industriel, institutionnel et, à l'occasion, bien sûr, pour les enseignes corporatives de la Ville de Laval. D'ailleurs, votre ville est en réflexion actuellement sur son affichage corporatif. Je vais céder la parole à M. Racine. Nous allons donc débuter la présentation du projet de règlement CDU-1-9 afin d'ajuster certaines normes au niveau de l'affichage. M. Racine? Oui, merci. Alors, le règlement CDU 1.9, en fait, est comme le fruit d'une réflexion sur les normes d'affichage. On applique le nouveau règlement de zonage depuis près de 2 ans maintenant et après avoir testé le règlement, après avoir eu plusieurs projets, autant municipaux, institutionnels et même projets commerciaux, on s'est rendu compte qu'il y avait certains ajustements qui seraient nécessaires là, pour améliorer les normes d'affichage, entre autres pour faire des assouplissements, pour les simplifier, pour corriger les petits bugs qu'on a trouvés et aussi pour réduire en partie là, le nombre de dérogations mineures qu'on a par rapport à certaines de ces normes-là. Donc, par rapport aux définitions, c'est un aspect assez technique. En fait, on a plusieurs définitions sur l'affichage qui est permis sur une enseigne. On a l'affichage informatif, affichage d'identification et affichage commercial. Donc, c'est des définitions qui, en fait, viennent spécifier le type de contenu qu'on peut avoir sur une enseigne. Pour ces 3 définitions-là, on s'est rendu compte que certains petits ajustements étaient nécessaires. Par rapport à l'affichage informatif, c'était notamment pour la simplifier, enlever les exemples qui étaient très précis et qui donnaient l'impression que c'était très fermé là, comme définition, alors qu'au contraire, l'intention, c'était de la laisser assez ouverte pour permettre justement plusieurs types d'informations. Et un autre exemple là, par rapport à l'usage commercial, pas à l'usage, mais à l'affichage commercial, on a constaté que la définition incluait surtout des informations comme les produits, des noms d'entreprise, mais on voulait également permettre l'affichage de services, ce qui était l'intention et ce qui est, dans le fond, c'était déjà autorisé. C'est juste qu'on est venu comme préciser que c'était bien le cas. Donc, c'est des ajustements comme ça qu'on est venu faire par rapport à ceci.
Par rapport aux enseignes directionnelles, donc si vous regardez en bas de l'écran, c'est vraiment ce genre d'enseigne-là qu'on parle quand on parle d'enseignes directionnelles. Donc, c'est des enseignes qu'on va voir sur le terrain, généralement aux abords d'un stationnement qui indiquent les lieux là, sur un site pour la clientèle. Donc, c'était des normes qu'on avait ajustées au CDU au départ. Et on a constaté avec le temps, surtout par rapport à des projets de gouvernement, autant les écoles que aussi les nouvelles enseignes de la ville, que ces normes-là étaient un peu trop contraignantes. Donc, autant par rapport à la hauteur de ces enseignes-là, surtout quand elles sont sur poteau, que la superficie. Donc, par rapport à la superficie, actuellement, c'est de 0,5 m² et on l'a fait passer à 0,7, donc c'est un ajustement assez mineur, et également à 1,2 m² sur des terrains institutionnels ou sur des terrains de très grande superficie. Donc, pas nécessairement juste institutionnels, mais aussi sur les terrains de grande superficie où les besoins, bien évidemment, sont d'avoir des enseignes directionnelles sur des grands terrains, bien, c'est normal d'avoir plus d'informations. Également, on est venu préciser le type d'information qui peut être sur ces enseignes-là. Au départ, c'était surtout par rapport aux indications de stationnement. Maintenant, ça peut être toute information pertinente pour la clientèle, par exemple, des instructions, une adresse, des logos pour se repérer, des choses comme ça. Également, on permet le logo d'entreprise sur l'enseigne. Comme on voit aussi sur l'exemple, on voit le logo de la ville. Ben, c'était juste pour préciser que c'était permis. C'était pas nécessairement mentionné avant. Et aussi, une autre petite technicalité, mais on voulait également les permettre le long des allées piétonnes, puisque c'est des informations qui peuvent être pertinentes aussi pour les piétons. Maintenant, les modifications concernant les enseignes détachées. Alors, en ce qui concerne le type d'affichage A, type d'affichage, juste à titre informatif, là, dans la ville, on a plusieurs types d'affichage qui sont autorisés selon la zone. Type d'affichage A, c'est ce qu'on vient autoriser quand c'est une zone qui est par rapport au patrimoine. Donc, dans ces zones-là, type d'affichage, en fait, c'est comme tout le régime de normes qui gère les enseignes qu'on peut avoir sur un bâtiment ou qu'on peut avoir sur son terrain, donc une enseigne détachée. Et comme vous le voyez au centre, là, sur le tableau, encerclé en rouge, on a les enseignes sur socle qui, pour le patrimoine, ont été autorisées à 2 mètres de hauteur maximale. Puis là, après des réflexions avec les projets qu'on avait aussi, entre autres à la ville, mais aussi qu'on peut voir sur d'autres projets, comme pour les écoles, par exemple, on s'est rendu compte que 2 mètres, c'était quand même assez contraignant. Donc, avec les architectes de la ville, on a regardé ça, puis on s'est dit, à 2,5 mètres, ça serait un bon ajustement là, qui respecterait quand même l'aspect patrimonial du secteur. Pour le type d'affichage E, celui qu'on retrouve dans les zones CI, donc les zones institutionnelles et les zones CE pour les parcs, présentement, les enseignes détachées sont difficilement autorisées dans le sens où ça prend une profondeur de cours de 20 mètres. Là, sur l'exemple qu'on voit sur l'écran, on a une école qui est à 8 mètres de la ligne de l'emprise de rue. Donc, cette école-là ne pourrait pas avoir d'enseigne détachée sur son site, alors que c'est souvent demandé par les écoles d'avoir une enseigne détachée juste pour le repérage. Là. Donc, la norme à 20 mètres de distance, en fait, là, c'était surtout un besoin qu'on avait à la ville le long des grands boulevards quand on avait de nombreux petits terrains avec chacun leur enseigne. C'était une façon de venir limiter le nombre d'enseignes détachées, mais sur un grand terrain institutionnel, on n'a pas cette problématique-là. Donc, après l'expérience de tout ça, on s'est dit, dans le fond, on pourrait retirer pour ces zones-là précises, là, les zones CI, CE, enlever la norme pour les permettre à nouveau, ce qui va faciliter beaucoup le travail là, de la plupart des sites, là, justement, là, qui sont institutionnels où les besoins sont assez criants pour ce genre d'enseigne. Maintenant, pour le bandeau de rez-de-chaussée. Bandeau de rez-de-chaussée, c'est l'endroit sur un bâtiment où on peut permettre, de façon plus simplifiée, les enseignes commerciales ou d'autres types d'enseignes, mais c'est surtout les enseignes commerciales qu'on peut avoir en tête quand on pense à ce genre d'enseigne-là. Donc, le bandeau de rez-de-chaussée, c'est vraiment, sur les images que vous voyez, c'est la bande bleue où on peut apposer l'enseigne sur bâtiment. Et dans le règlement, le bandeau de rez-de-chaussée, c'est défini comme étant la partie qui est au-dessus de la porte d'entrée et les fenêtres de l'étage supérieur. Sur l'image, vous voyez qu'il n'y a pas de fenêtre à l'étage supérieur. Donc, dans ce temps-là, le règlement mentionne que à ce moment-là, la hauteur est prévue à 5 mètres de hauteur maximum quand on n'a pas de fenêtre à l'étage supérieur. Et avec le temps, depuis qu'on a eu beaucoup de demandes de permis dans le commercial pour des bâtiments d'un étage, et on s'est rendu compte que 5 mètres, souvent, ce n'était pas suffisant pour aller jusqu'au toit de ces bâtiments-là.
Donc, et comme c'est à peu près le seul cas où on applique la hauteur de 5 mètres, quand il n'y a pas de fenêtre au deuxième étage, on a constaté qu'il serait pertinent de permettre la hauteur du bandeau jusqu'à 7 mètres, là, ce qui ferait le pont là, jusqu'au toit de ce bâtiment-là. Et ça, c'est une norme qui était assez importante justement pour faire réduire le nombre de dérogations mineures qu'on a. On a beaucoup de demandes par rapport à cette norme-là et de la passer de 5 à 7 mètres, là, le maximum de hauteur, on trouvait ça très pertinent. Et là, voici d'autres modifications qu'on fait, plus mineures, là, qu'on a placées à la fin. Par rapport aux droits acquis, actuellement, il est possible avec le CDU de modifier le message d'une enseigne qui est en droits acquis. Donc, en prenant l'exemple de l'image du haut de la fromagerie Hamel, en fait, il serait possible, si le commerce, le propriétaire change, de simplement modifier le message dans cette enseigne-là. Il n'y aurait pas de problème, même si l'enseigne serait en droits acquis. Quand c'est une enseigne avec des LED channels, un peu comme ce qu'on voit là, dans l'image du bas, avec l'enseigne de Coca-Cola, eh bien, si eux veulent changer pour Pepsi, par exemple, l'exemple très classique, ça ne serait pas possible parce qu'à ce moment-là, dans le règlement, on dit, ben là, non, on modifie l'enseigne carrément, donc on ne peut pas faire ce genre de modification-là. Mais pourtant, c'est quand même le message qui est changé. Donc, après avoir travaillé ce type de cas-là, ce qui est proposé, c'est là, je vais vous résumer ce qui est au tableau, mais c'est que de permettre en fait qu'une enseigne qui est protégée par droits acquis puisse être modifiée si on n'ajoute pas de nouvelles dérogations ou si on ne les aggrave pas, tant que sa superficie n'est pas augmentée. Donc comme ça permet une flexibilité pour les gens, ou surtout pour le commercial en étage, encore une fois, où ce genre de normes-là, où il y a beaucoup d'enseignes en fait qui tombent en droits acquis dans ces cas-là, et donc ça leur permet quand même de pouvoir modifier leur enseigne. Également, dans la partie du bas du tableau, on parle des enseignes détachées. Pour les enseignes détachées, en fait, c'est la même logique. La seule différence, c'est qu'on vient ajouter comme un petit critère de plus. C'est que la structure de l'enseigne ne peut pas être modifiée. Si on modifie l'enseigne, c'est un peu... c'est une technicalité, mais en fait, c'est que si l'enseigne se détachait à une forme très spéciale, ça serait plus difficile de la changer pour un autre message, puisque, exemple, ça a une forme de pomme. Il faudrait que l'enseigne qui soit changée quand même respecte cette structure-là. Le but de ça, c'est juste comme la Ville veut quand même tendre à réduire le nombre d'enseignes détachées, c'est pas de prolonger la vie de ces enseignes-là trop longtemps, surtout celles qui ont des formes comme ça, très particulières. Par rapport aux enseignes d'identification, ça, c'est des petites enseignes. Là, on le voit un peu sur l'image là, dans le cercle rouge. C'est des enseignes qui sont utilisées généralement par les gouvernements pour identifier leur bâtiment, le nom du bâtiment, leur adresse. Des fois, ça peut être un code là, pour les employés. Donc, ou pour les utilités publiques aussi. Donc, c'est des enseignes qui sont autorisées actuellement, mais sur des petits formats. Et on s'est rendu compte avec l'usage que les superficies autorisées ne sont pas assez grandes, donc que ça serait pertinent de les agrandir un peu. Présentement, c'est 0,2 mètres carrés la taille de ces enseignes-là, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ce qu'on propose, puis ça c'est en lien un peu avec même les projets villes aussi où on constate qu'il y avait un besoin pour ça, c'est d'avoir des enseignes d'un maximum de 0,6 mètres carrés, ce qui reste quand même assez petit, et pour permettre d'identifier les bâtiments d'utilité publique. Et là, ici, je fais juste on voit qu'il y a un texte en rouge, là, c'est juste pour préciser que dans le projet de règlement qu'on a fait, on avait proposé de faire de les permettre uniquement pour les bâtiments d'utilité publique, mais au fond, c'était bâtiments d'utilité publique et les bâtiments de tout gouvernement, donc que ce soit la Ville, que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit Hydro-Québec, par exemple. Donc, on va venir modifier le second projet de règlement pour venir faire cet ajustement-là. Donc, juste spécifier que si c'est une enseigne d'identification pour un gouvernement, que c'est autorisé tant qu'elles font 0,6 mètres carrés ou moins. Et voilà. Pour la tarification des enseignes maintenant, donc encore une fois, ça c'est avec l'usage de nos techniciens au permis qui font des cas à la Ville, qui étudient des permis. Et quand on a des permis où on a multitude de petites enseignes, je vous donne l'exemple en bas, on voit des kits de chargement, donc chaque porte de garage est numérotée. Et ce numéro-là, selon la réglementation actuelle, est chargé comme une enseigne. Donc ça veut dire que c'est 100 $ par numéro, ce qui peut monter assez vite dans certains cas. L'intention n'était pas de faire augmenter les coûts des permis en fonction du nombre d'enseignes. Donc, une modification qu'on propose, c'est de charger 100 $ pour les 10 premières enseignes d'un permis
et à partir de la 11e, de réduire le coût à 11 $ par enseigne. Maintenant, je pense que c'est la dernière, celle-là, c'est l'exigence d'un certificat d'autorisation. La plupart des enseignes, des nouvelles enseignes, on va demander un certificat d'autorisation. Par contre, il y a des enseignes pour lesquelles on n'a pas de normes applicables, comme les enseignes électorales, les enseignes de signalisation, des enseignes exigées par une loi. Ces enseignes-là, on n'a pas de normes dans le règlement qui concernent ces enseignes-là. Toutefois, de la façon que c'est rédigé présentement, c'est comme si on exigeait un certificat d'autorisation quand même. Donc, c'est juste un ajustement pour venir dire qu'on n'exige pas de certificat d'autorisation pour ce type d'enseigne-là. Oui, dans le fond, c'est ça ici, ça résume ce que je viens de mentionner. Pour les prochaines étapes maintenant, donc aujourd'hui, on est à la consultation publique. Pour les 15 prochains jours, il va y avoir la consultation écrite. Donc, je vais en revenir un peu plus tard. Donc, c'est que cette consultation-là écrite va passer. Après ça, on va avoir l'adoption du règlement par le conseil municipal. Normalement, ça devrait être le 9 juillet. Et en même temps, on va publier le rapport de consultation si des personnes nous ont écrit ou consulté par rapport à ça. Et l'entrée en vigueur du règlement se ferait le 31 juillet 2024. Puis là, étant donné que c'est des normes d'affichage dans la loi, ce type de normes-là n'est pas assujetti au processus référendaire. Toutefois, si vous écrivez des commentaires dans la consultation écrite, bien, c'est sûr que nous, on transmet ça aux élus et ils prendront une décision quand même par rapport à ces commentaires-là, où on peut faire des modifications aussi. Mais le processus référendaire n'est pas applicable quand même pour les dispositions, pour les dispositions de ce règlement-ci. Et si vous avez des questions d'ailleurs pour la consultation écrite, là, vous voyez l'adresse courriel sur l'écran. Sur le site web de la Ville, si vous allez dans la partie consultation dans le site de l'urbanisme, vous allez voir, il va y avoir l'enregistrement de la présente consultation, le projet de règlement et l'adresse pour faire les commentaires, si vous voulez en faire. Donc voilà, ça m'a fait ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Racine. Fait que donc, nous sommes rendus à la période d'échange, à tout le moins la période où on peut se renseigner. Les professionnels du service de l'urbanisme sont disponibles pour répondre, bien sûr, à toutes les questions. Avant de débuter, vous le voyez un peu à l'écran, il y a une charte de participation. Donc, on doit écouter les autres participants en demeurant ouverts à la diversité des points de vue, s'exprimer de façon respectueuse, claire et succincte, participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture envers les idées d'autrui et privilégier la recherche de l'intérêt collectif et mettre entre parenthèses l'intérêt individuel, l'intérêt politique ou partisan. Donc, c'est la charte qu'on s'est donnée ici à Laval depuis plusieurs années afin d'avoir des échanges respectueux et cordiaux. Je vais regarder si dans la salle, s'il y avait une question. Je ne vois pas de question ici dans la salle pour l'instant. Nous avons une question en ligne. Je vais, avec l'aide des techniciens, nous allons prendre cette question en ligne. Bonjour, madame. C'est à moi que vous parlez? Oui, bonjour. Vous êtes madame? C'est Louise Lortie. Oui, bonjour, madame Lortie. M. Brabant. Oui, ça va bien, vous? Oui, très bien. Écoutez, très honnêtement, je reviens de l'UMQ, fait que je suis avec M. Larochelle, je suis pas devant mon bureau. J'avais une question par rapport à la modification sur les pompes, le dessus des pompes électriques qui permettaient, là, je connais pas l'écrit et l'article du règlement, là, comment c'est écrit, mais ça dit que maintenant, sur les pompes électriques, il pourra y avoir le même affichage qu'on le retrouve sur les pompes à essence. Alors, je voulais juste en savoir plus là-dessus, s'il vous plaît. Parfait, il n'y a aucun souci, Mme Lortie. L'équipe, est-ce que M. Racine, est-ce que vous êtes en mesure? Oui, je vous cède la parole, monsieur. Oui, bonjour, Mme Lortie. En fait, ce que je présentais ce soir, c'est les principales modifications. Celle que vous me citez, c'est vraiment une petite modification, comme plus une petite erreur qu'on est venu corriger, là. En fait, c'est que actuellement, on permet pour les postes d'essence, en fait, les fameux distributeurs d'essence, des enseignes, par exemple, le petit logo de Shell ou de Petro-Canada sur
sur la borne elle-même, là, pas sur la borne, mais sur le distributeur. Et on s'est rendu compte que sur les bornes de recharge, il n'y avait aucune possibilité de mettre un logo d'entreprise. Mais c'était vraiment juste parce qu'il manquait un mot ou deux dans le règlement. Là, je pense que c'est ça que vous avez vu. Donc, on est juste venu apporter les petits correctifs parce que nous, des fois, on reçoit des demandes pour ce type de borne-là. Et ça devenait un peu... on ne pouvait pas les permettre l'enseigne actuellement à cause de ça. Donc, c'est juste un petit ajustement. Ça ne veut pas dire qu'on permet tout. Là, c'est le même type d'enseigne qu'on permettrait sur des distributeurs d'essence. Donc, c'est la seule distinction. Est-ce que ça répond à votre question? Pouvez-vous me donner un exemple? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, mettons, sur un... Parce que là, ce qu'on voit, là, c'est le E du circuit électrique, là, si je me souviens bien. Ben, en fait, c'est essentiellement ça qu'on vient reconnaître, en fait. Souvent, c'est comme par exemple la borne flow ou le E, le fameux E là, qu'on voit sur les bornes. C'est juste que techniquement, le règlement ne l'autorisait pas. Puis là, on vient juste le reconnaître parce que dans le fond, c'est une erreur que de ne pas le permettre. Donc, on est juste revenu apporter le correctif pour ça. C'est pas parce qu'on a eu des demandes de mettre des publicités ou des choses comme ça. C'est vraiment juste pour ce genre de logo-là d'entreprise, là, où ça pourrait être aussi, par exemple, des instructions aussi. Sur la borne, là, c'était vraiment des choses mineures comme ça, là, rien de plus. OK, parce que de la façon que c'est écrit, puis tu sais, c'est pas moi le spécialiste, c'est vraiment vous, là, mais tu sais, c'est écrit que ça peut être similaire à ce qui se produit sur les bornes à essence. Fait que sur le dessus des bornes à essence, il y a de la publicité, il y a des choses, mettons, que café, beigne, et ainsi de suite, là. Ce genre de truc-là pourrait... Parce que, en tout cas, de la façon que c'est écrit, la comparaison est celle-là, à mon avis. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une publicité d'une compagnie privée à qui le circuit électrique aurait vendu des droits et qui annoncerait une publicité quelconque? En fait, vous amenez un bon point. En fait, moi, c'est parce que le cas que j'ai en tête, c'est un cas de poste d'essence qui respecterait la réglementation qu'on a. C'est possible dans les cas que peut-être que cette borne-là n'a pas... a été la borne que vous parlez, par exemple, là, elle a été construite avant l'adoption du règlement. Donc, peut-être que ce genre de publicité-là, aujourd'hui, puis là, je vous avoue bien humblement que je préférais étudier la question puis vous revenir pour ce cas très précis-là, étant donné que je n'ai pas le règlement devant moi, mais normalement, la publicité de mémoire, elle n'est pas autorisée sur une borne comme ça. Et puis, ce n'était pas l'intention de le faire non plus là, avec la borne électrique. C'était juste pour que, dans le fond, étant donné que dans l'avenir, les distributeurs d'essence risquent d'être transformés par des distributeurs électriques et qu'on a déjà des bornes de recharge sur le territoire, on voulait simplement s'assurer qu'il était au moins possible pour la personne qui les installe de mettre leur logo puis de mettre des informations de base, là, mais le but, c'était pas de permettre la publicité sur ces bornes-là. D'ailleurs, généralement, la publicité, c'est plutôt réservé aux panneaux réclames, là, donc voilà. Oui. Mais malheureusement, je n'ai pas d'auto électrique encore. Fait que je vais dans les postes d'essence, puis je vous dirais à mon souvenir, à tous les endroits, il y a de la publicité. Des surmontoirs de pompe. Des surmontoirs de pompe, c'est ça. Exactement, je suis avec M. Larochelle. Oui, bonjour. Alors, oui, si c'est possible pour vous de me revenir là-dessus, parce que mon questionnement était qu'il y a des bornes électriques sur les terrains de la ville, entre autres dans les bibliothèques, puis près des écoles, il y en a des centres communautaires qui sont avec une école. Il n'y a pas le droit d'avoir de la publicité à ce moment-là. C'est géré par le ministère de l'Éducation. Fait que là, je me disais jusqu'où ça va aller si on permet la publicité. Mais vous me reviendrez, il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup. Si M. Brabant, vous me permettez, est-ce que je peux vous laisser... J'aimerais quand même ajouter une précision sur le code de l'urbanisme en matière d'affichage. On ne peut pas faire de publicité si le produit... on ne peut pas avoir une enseigne publicitaire à moins que le produit soit vendu sur place et ce, partout sur le territoire. Le seul type d'affichage qui permet de faire ça, ce sont les grands panneaux réclames qui sont très limités avec le nouveau code de l'urbanisme. Donc, si vous en avez vu, c'est parce qu'ils sont pas conformes ou qui ont été installés avant l'adoption du code de l'urbanisme.
Parfait, merci. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous me permettez, Monsieur Larochelle aurait eu une question à poser. Oui, parfait. Monsieur Larochelle. Oui, bonjour, M. Brabant, Claude La Rochelle, conseiller Bonjour, municipal de Monsieur Fabreville. Larochelle. Merci à tout le monde. Écoutez, je vais tout simplement vous dire, suite à la question de Mme Lortie, puis je pense que M. Chartier a répondu en partie, présentement à Laval, tous les distributeurs de carburant ont des surmontoirs de pompe pour annoncer des produits. Moi, je n'ai aucun problème avec la proposition de permettre un logo sur une borne de recharge devant l'hôtel de ville où il y aura le logo d'Hydro-Québec ou peu importe du distributeur d'électricité ou du propriétaire de la borne de recharge. Mais il faudrait évidemment éviter d'avoir un surmontoir de pompe publicitaire pour annoncer des véhicules électriques. Et après se battre pour dire que, le véhicule électrique, ça va avec la borne électrique, c'est le produit qu'on vend ici. Alors, nous, on pense qu'on peut annoncer devant l'hôtel de ville la nouvelle voiture électrique en promotion chez Electric Born, etc. Alors, vous voyez venir, tant que c'est juste d'identifier la borne avec, évidemment, ses instructions habituelles, comme sur la plupart des équipements, avec le logo du propriétaire de la borne, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand on a pris la rédaction qui dit comme les distributeurs de carburant, on l'a pas, on est dans l'auto, là, on revient de l'UMQ, on n'a pas la documentation avec nous, mais c'est d'éviter de se retrouver avec l'identification commerciale ou des surmontoirs de bornes. Puis vous savez que les gens en marketing ont l'imagination assez fertile. Des oriflammes, nommez-les, en disant, mais écoutez, il y a des surmontoirs de pompe sur l'ensemble des pompes à carburant de la ville de Laval. Bien, c'est permis par votre CDU avec votre réglementation. Puis nous autres, on annonce peut-être pas des beignes puis du café, mais n'importe quoi de commercial relié à la voiture électrique. Je pense qu'on aurait de la misère à les empêcher de le faire. Oui, je vais y aller oui, avec... je vais céder la parole à M. Chartier. Bien, vous avez bien raison, puis c'est commun à tous les règlements, mais vous savez, nos propriétaires de postes à essence sont très indisciplinés, puis ils en rajoutent, puis on n'est pas à tous les jours à les inspecter, mais autant eux que les bornes de recharge électrique là, qui sont sur leur terrain ne peuvent faire de la publicité sur des choses, sur des produits qui ne sont pas vendus sur place. Donc, si on les voit, ils sont dans l'illégalité. La seule chose qu'ils peuvent faire, ces postes à essence-là, c'est et notamment sur les distributeurs de carburant, c'est uniquement le logo de l'entreprise. Et puis ça va être la même chose pour les bornes de recharge électrique, le logo de l'entreprise qui offre le service. C'est sûr que ce que vous faites allusion, similaire aux postes d'essence, comme les postes d'essence, les distributeurs des postes d'essence peuvent juste avoir le logo. On a résumé en disant similaire à, mais si vous en voyez, c'est parce qu'ils le font d'une façon illégale. Vendu dans tous les postes d'essence, M. Chartier. Alors, là, je comprends que quand le produit est relié, on peut mettre un surmontoir de pompe sur une pompe. Sur la poste d'essence en question, là, pas tous les postes d'essence. Là. C'est-à-dire que sur le distributeur de carburant, ils peuvent juste y avoir le logo de l'entreprise, c'est-à-dire Shell, Esso ou quoi que ce soit d'autre. Et le prix de l'essence, tout simplement. Si vous avez vu d'autres choses, parce qu'ils le font dans l'illégalité, mais vous savez, un jour on l'enlève, le lendemain ils le remettent. Ah ouais. Mais des surmontoirs, il y en a partout, M. Chartier. Mais je le sais très bien, puis c'est comme ça dans toutes les villes, puis c'est comme à un moment donné, dans les années 2014-2015, il y avait des boîtes de dons partout. Hein? Puis à un moment donné, on les a régis, on les a pris à bras le corps, puis on les a, c'est venu, ça a fait en sorte qu'on les a contenus. Mais effectivement, dès qu'on laisse aller un peu, c'est comme ça. Puis c'est difficile pour de l'affichage là, on peut pas être 24 heures sur 24 devant le poste d'essence, s'assurer qu'ils le font. Non, je comprends. Si vous assurez que l'intention est vraiment d'avoir la marque de commerce, la borne électrique, je n'ai pas de problème avec ça, puis que tout
même reliés à l'électricité, après la borne sera illégale, ben c'est correct qu'on pourra les enlever devant l'hôtel de ville. Oui. S'il annonce d'autres choses, tout à fait. D'accord. Mais merci beaucoup Merci. pour vos commentaires. Au plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Chartier. Est-ce que d'autres citoyens ici dans la salle souhaitent s'exprimer? Non. Est-ce que d'autres citoyens en ligne souhaitent s'exprimer ou ont des questions? On est là pour ça. Non. S'il n'y a pas d'autres interventions, si vous me permettez, M. Chartier, on me disait de façon officieuse que je pense que ce soir pourrait marquer votre dernière consultation publique en tant que chef au niveau de la réglementation au service d'urbanisme. Je voudrais en profiter, puis je vais prendre la partie représentant de M. le maire Boyer pour vous remercier pour votre disponibilité, votre engagement, je vous dirais votre côté très pédagogique qui aura toujours été utile aux élus, toujours utile bien sûr aux citoyennes et citoyens de Laval, et un engagement hors du commun envers notre ville, ses citoyens. Je vous souhaite que le meilleur, M. Chartier, pour ce nouveau départ, je pense qu'on peut qualifier ça comme ça, qui va se faire dans les semaines à suivre. Mais merci, M. Chartier, pour votre engagement envers Ville de Laval. C'est tout à votre honneur, monsieur. Et votre ville a été choyée de vous avoir dans son équipe et on va probablement vous solliciter jusqu'au dernier instant. Je vous remercie. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, M. Brabant. Merci. C'est la moindre des choses, monsieur. Merci pour votre service public. M. Brabant, si vous me permettez, M. Larochelle et moi, ce jour à vous là, pour les remerciements, M. Chartier. Effectivement, nous qui avons un peu moins l'occasion de vous fréquenter, vous avez toujours eu des bonnes explications pour bien nous faire comprendre. M. Chartier, là, c'est vraiment une mauvaise nouvelle là, qu'on apprend, là, votre départ ce soir. On va finir notre journée avec ça. Là. Un gros merci, M. Chartier. Vos explications à travers tout le processus du CDU là, ont toujours été extrêmement utiles et précieuses. Un gros merci. Vous me faites vraiment chaud au cœur. C'est toujours ce que j'ai voulu faire, le côté pédagogique de la chose. Là. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Merci. Merci. Vous l'avez fait avec brio, monsieur, et mille merci. Donc, ceci termine bien sûr cette assemblée de consultation, comme il a été mentionné, une période de consultation écrite. Mille merci d'avoir été à l'écoute. Merci de vous être déplacé, de vous être rendu disponible en ligne. Merci, M. Racine. Merci, M. Chartier. Et également, merci à M. Rotondo qui était disponible en ligne du service des communications et du marketing. Ceci met fin à cette assemblée de consultation publique. Merci beaucoup. Merci.